D'emblée, j'ai pour ce lutteur et ce champion courageux beaucoup de considération. Sa personne symbolise Israël qu'il gouverne après avoir dirigé sa fondation et son combat. Ces mots, ce sont ceux de Charles de Gaulle qui désignent David Ben-Gourion, fondateur de l'État d'Israël, proclamé en mai 1948, véritable père de la patrie, et puis surtout un homme avec lequel De Gaulle se lance dans une relation épistolaire qu'il rencontre ensuite en 60-61 et qui est sans doute l'un des grands hommes d'État qui ait croisé le chemin du général. Éric Branca, vous êtes journaliste, écrivain, et dans votre avant-dernier ouvrage, vous vous êtes penché justement sur cette relation entre De Gaulle et certains grands, certains géants du XXe siècle, dont bien évidemment David Ben-Gourion. Alors avant de retracer ce parcours commun, j'aurais envie de vous poser cette question. Est-ce que finalement, dans les échanges épistolaires directs entre De Gaulle et Ben-Gourion, vous relevez quelque chose de spécifique, de l'ordre de la complicité, de l'ordre de la vision de l'histoire peut-être? La complicité, certainement, puisqu'elle est ancienne. Ils se sont appréciés avant de se rencontrer, avant de se connaître. Vous avez employé le mot d'histoire, je crois qu'il est essentiel. Ce sont deux hommes de l'histoire longue, de la mémoire. Et leur correspondance, celle qu'on connaît, et sans doute celle qu'on ne connaît pas, mais celles qu'on connaît, sont marquées par cette prégnance historique extrêmement ancienne. De Gaulle parlant de la fabuleuse histoire du peuple juif depuis 19 siècles, de sa légitimité rentrée dans la terre de ses ancêtres, et Ben-Gourion, y compris lorsqu'ils ne sont pas d'accord, retraçant cette même histoire. Donc ce sont des gens qui sont enracinés dans une tradition et dans une histoire très longue. Et ils étaient faits pour se comprendre. Ils étaient faits pour se comprendre, se rencontrer. Ce sont deux hommes un peu de la même génération. Ben-Gourion né en 1886 et De Gaulle 4 ans plus tard. Ben-Gourion a évidemment un passé politique en 1940, la fondation de la Haganah, du Mapai, le combat pour le sionisme, le mouvement sioniste. Mais la rencontre, elle intervient par l'intermédiaire d'Albert Cohen. Donc vous nous l'apprenez dès l'été 1940. Albert Cohen représentant l'agence juive que dirige Ben-Gourion. Alors finalement, sur quel terme se fait cette rencontre qui intervient très très tôt, dès l'été 40, entre la France libre, qui n'est pas encore grand-chose, qui est encore un embryon politique, et l'agence juive, justement, et derrière elle, David Ben-Gourion. C'est vraiment les tout débuts, puisque la France libre, elle a une existence réelle à partir des accords avec Churchill du 7 août 1940. Et Albert Cohen, il le rencontre quelques jours plus tard. Alors, il y a des raisons très profondes et des raisons d'opportunité. La raison d'opportunité, c'est que la Palestine, sous mandat britannique, est une source importante de ralliement à la France libre, contrairement au Levant, qui est occupé par les troupes de Vichy et qui, par conséquent, ne peut fournir de personne. Donc, il y a une raison stratégique. Mais il y a une raison très profonde qui est l'admiration que De Gaulle voue et au peuple juif et au mouvement sioniste, plutôt d'ailleurs côté Ben-Gourion que côté Jabotinsky qui a créé, lui, l'Irgun. Ben-Gourion a créé la Haganah qui va être l'embryon de l'armée israélienne et il a eu un rôle qu'a beaucoup admiré De Gaulle au moment de la révolte arabe de 1936-1938, révolte arabe qui avait mis beaucoup de vies juives en péril. Et alors que Jabotinsky et Begin avaient fait des représailles massives contre la population arabe, Ben-Gourion, lui, avait éliminé les chefs et avait ménagé des possibilités d'entente avec les Arabes. Et De Gaulle avait beaucoup admiré ça. Et il trouvait que c'était vraiment un homme d'État, un futur homme d'État, qui s'exprimait ainsi. Et donc, les deux hommes ne se connaissent pas encore, mais ils ne vont pas tarder à s'apprécier de façon épistolaire, comme je le raconte. Il y a une chose qui va donner confiance immédiatement à Ben-Gourion, avant qu'il ne connaisse De Gaulle, c'est que De Gaulle prend position contre le racisme de Vichy, et avant qu'il s'exprime dans le droit, puisque les lois raciales, c'est octobre 1940. Et De Gaulle, dès le mois d'août, pressentant ce qui va advenir, prend une position mais vraiment dirimante sur cette affaire. Et donc je crois que ça va contribuer beaucoup à donner confiance dans Ben-Gourion, dans De Gaulle par Ben-Gourion qui ne connaissait pas le personnage.
Alors cette rencontre, c'est aussi des combats communs qui ne sont pas forcément bien connus avec les Français libres et les sionistes qui se trouvent finalement du même côté de la barricade, avec en face les troupes de Vichy. Un homme comme Moshe Dayan, par exemple, est blessé en combattant les troupes vichistes. Alors, est-ce qu'il y a aussi une fraternité d'armes, une coalescence d'intérêts militaires, stratégiques qui se met en place à ce moment-là? Les deux, bien sûr, les deux, et certainement aussi une position stratégique commune. C'est-à-dire que l'un et l'autre avaient évidemment été du côté anglais dans la lutte commune contre le nazisme, mais en même temps, ils étaient tous les deux intéressés à ne pas tomber sous la coupe des Britanniques lorsque la France, d'une part, et Israël, d'autre part, retrouverait ou trouverait sa pleine souveraineté. Et donc, il y a une complicité entre ces deux hommes d'État qui sont du même côté et qui ont les mêmes intérêts pour la suite des événements. Alors précisément, vous avez parlé de l'Angleterre, effectivement, 45-46, c'est le moment de la crise de l'Exodus, c'est le moment où les Anglais s'opposent à l'immigration juive en Palestine. C'est aussi le moment où les Anglais s'opposent aux intérêts français, à Damas, à Beyrouth. Alors est-ce que finalement, dans ce chemin qui va conduire vers la création de l'État d'Israël, proclamé le 14 mai 1948, il n'y a pas une forme de coalition de vision et d'intérêt entre De Gaulle et Ben Gurion? Vous avez raison de parler de la politique anglaise au Levant, parce que c'est tout à fait contemporain du retournement britannique vis-à-vis d'Israël. Parce qu'il faut tout de même rappeler que depuis la déclaration Balfour, l'Angleterre a changé 2 fois de politique. C'est-à-dire qu'elle a d'abord favorisé l'installation d'un foyer juif au Moyen-Orient, puis ensuite a totalement changé son fusil d'épaule en empêchant l'immigration juive et en l'empêchant au moment où les juifs d'Europe en auraient eu le plus besoin, puisqu'ils étaient persécutés dans les conditions que l'on sait. Et ça a évidemment contribué à rapprocher les deux hommes. De Gaulle a pris position contre les Britanniques au moment de l'affaire de l'Exodus, qui est un drame qu'on a connu par le cinéma tout de suite après la guerre et dont on parle beaucoup moins maintenant, mais qui a été absolument essentiel. Il faut quand même penser que des immigrants juifs venus d'Allemagne ont été renvoyés par les Britanniques jusqu'à Hambourg dans 3 bateaux prison. Bon, c'est tout ça, ça a frappé l'opinion à juste titre et ça a considérablement rapproché l'opinion occidentale du futur État d'Israël. Et puis il y a 1948, la résolution de l'ONU créant 2 États, un État palestinien, un État juif, dont les deux devaient se reconnaître l'un et l'autre. Et à ce moment-là, on sait que les Arabes refusent, poussés d'ailleurs par les Britanniques, et De Gaulle est lui tout à fait du côté de la souveraineté israélienne et du côté d'ailleurs de Ben Gurion qui vote cette résolution. Alors, on se souvient des phrases de De Gaulle, la grandeur d'une entreprise qui consiste à replacer un peuple juif disposant de lui-même sur une terre marquée par sa fabuleuse histoire et qu'il possédait il y a 19 siècles ne peut manquer de me séduire. Ce que vous soulignez aussi, qui est extrêmement intéressant, c'est que la création d'Israël en 1948, c'est aussi la création d'un modèle. Vous citez cette formule, une société nationale avec une forte proportion de producteurs. C'est très intéressant cette phrase qu'il la cite à Albert Cohen dès leur première rencontre. Et ensuite on la retrouve dans la correspondance avec Ben Gurion. Il y a chez je ne dirais pas le socialiste utopique, mais De Gaulle a été formé par les socialistes utopiques français en même temps, peut-être un peu moins, mais en même temps que par la doctrine sociale de l'Église. Et l'association du capital et du travail qui donnera naissance à la participation dans son esprit, et bien finalement c'est très proche de la doctrine des kibbutzim. Et je crois qu'il y a chez De Gaulle une profonde admiration de cette mise en valeur selon des modes sociaux qui ne sont pas des modes traditionnels, qui héritent du capitalisme et du socialisme. Cette fameuse 3e voie, il la trouve dans le sionisme des origines et il l'apprécie. Et il le dit plusieurs fois. Et notamment lors de sa première rencontre avec Albert Cohen, alors qu'il y avait, si j'ose dire, d'autres chats à fouetter et d'autres urgences. Mais ça, c'est déjà très important. Alors avançons un peu dans le temps. De Gaulle quitte le pouvoir en janvier 1946, au moment où, au contraire, Ben Gurion entame ce chemin qui va faire de lui le fondateur de l'État d'Israël.
À la fin de la 4e République, c'est-à-dire alors que De Gaulle s'apprête à revenir au pouvoir en 1958, les liens entre la France et Israël sont extrêmement forts. Ils sont forts évidemment dans le domaine militaire, et notamment dans le domaine nucléaire, ce que vous soulignez. Absolument. Il y a deux points sur lesquels De Gaulle n'a jamais critiqué la 4e République et même l'a approuvé. C'est le rapprochement militaire franco-israélien et l'intervention de Suez. Il était tout à fait pour l'intervention de Suez. Dit non seulement il fallait y aller, mais il fallait rester. Churchill a dit la même chose à peu près au même moment. Et donc, c'est vrai que quand De Gaulle revient au pouvoir, il y a cette histoire commune entamée depuis 1956 et même avant, qu'il assume tout à fait. Il l'assume dans sa continuité. Et ils vont d'ailleurs, lors de leur première entrevue à Paris en juin 1960, ils vont parler de ces accords militaires. Et il y a une anecdote tout à fait, enfin c'est beaucoup plus qu'une anecdote, c'est une caractéristique importante de ces conversations, c'est que De Gaulle n'est pas au courant de tout ce qui s'est fait entre Israël et la France sous les précédents gouvernements. Il est évidemment au courant de l'essentiel, du cadre, de l'épure générale, mais pas des détails. Et il demande à Ben Gourion ce qui s'est passé. Et Ben Gourion le renseigne sur le détail des accords absolument secrets qui avaient été scellés entre la France et Israël sous la 4e République. C'est une preuve de confiance considérable, considérable. Et cette confiance va durer, y compris, on en reparlera sûrement dans quelques minutes, au moment des désaccords de fond. Alors précisément, 1960-61, ce sont les 2 visites de David Ben Gourion en France. C'est la fameuse formule par laquelle De Gaulle salue la première de ces visites. Israël, notre ami, notre allié. Mais c'est aussi, on peut le dire peut-être, le début d'une forme de normalisation de la relation entre la France et Israël. Absolument. L'idée de De Gaulle, c'est que si Israël doit être accepté par ses voisins, il faut que ça soit une nation comme les autres. C'est le plus beau cadeau qu'il pouvait faire à Israël, finalement. La reconnaître comme une nation comme les autres, avec des droits et des devoirs. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il dira pleinement son fait à Israël en 1967 et qui marquera son désaccord avec sa politique au moment de la guerre des 6 jours. C'est parce qu'il considérait que Israël était devenu une nation incontournable et dont il fallait défendre coûte que coûte l'existence. Donc il lui dit son fait s'il trouve qu'Israël ne suit pas la politique telle que lui souhaiterait qu'il la suivi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on sait finalement de ces entretiens directs entre Ben Gourion et De Gaulle? Est-ce que De Gaulle à ce moment-là formule une forme de doctrine française, c'est-à-dire aider, assurer la sécurité d'Israël, mais en même temps ne pas lui permettre de s'étendre territorialement? Là, absolument. Les deuxièmes entretiens, la deuxième série d'entretiens, en 1961, porte beaucoup sur la colonisation de nouveaux territoires par Israël. De Gaulle demande plusieurs fois à Ben Gourion combien de Juifs il compte encore faire venir en Israël, parce qu'il craint qu'un afflux excessif puisse provoquer l'annexion de nouveaux territoires. Et Ben Gourion lui répond très habilement que la population d'Israël peut facilement doubler à l'époque. Et puis il lui rappelle que si les Arabes avaient reconnu les frontières d'Israël en 1948 telles que l'ONU les pressait de le faire, et telles que De Gaulle et lui étaient d'accord pour le faire, il n'y aurait plus de problème de frontières, et qu'Israël serait tenu de respecter ses frontières. Mais dès lors que les Arabes ne reconnaissaient pas l'existence, et a fortiori les frontières d'Israël, ils se réservaient le droit d'agir selon les intérêts d'Israël au moment stratégique. Alors justement, le moment stratégique, venons-y, c'est mai 1967. Alors on connaît la fameuse formule que De Gaulle livre à Abba Eban, Ben Gourion n'est plus au pouvoir, alors n'attaquez pas les premiers, surtout n'attaquez pas. Alors comment est-ce que finalement le positionnement de Gaulle peut être interprété du point de vue israélien? Des questions subsidiaires, est-ce que du coup l'attaque israélienne, c'est pour De Gaulle une déception, une colère? Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Une colère peut-être pas, mais une déception. Une déception parce que lorsque Nasser bloque le détroit d'Aqaba et donc empêche les Israéliens d'accéder à la mer Rouge, De Gaulle veut en profiter. Il reconnaît ça comme une agression, c'est une agression de fait, mais il veut en profiter pour tout remettre sur la table et donc convoquer une conférence des 4 grandes puissances, France, Grande-Bretagne, États-Unis, Union soviétique, pour fixer enfin les frontières de la région et obliger les Arabes à reconnaître Israël. Et c'est pour ça qu'il dit
Abba Eban qu'il faut une conférence générale. Et Abba Eban lui répond que de toute façon les dés sont jetés et surtout les Américains sont contre. Il faut dire qu'à l'époque, c'est le pire moment des rapports franco-américains. La France vient de quitter le commandement intégré de l'OTAN, les bases américaines déménagent, et donc vraiment les rapports ne sont pas au beau fixe. Donc on peut faire, pourquoi pas, un peu d'histoire-fiction, et se demander si, d'une part, les rapports franco-américains avaient été meilleurs à l'époque, comme ils avaient été sous Eisenhower et comme ils le redeviendront sous Nixon, et si surtout Ben Gourion avait encore été au pouvoir, est-ce que Ben Gourion n'aurait pas pris l'avertissement de De Gaulle à la lettre, n'aurait pas laissé attaquer les Arabes pour qu'enfin il puisse y avoir une prise de position de la France franchement en faveur d'Israël, avec une coopération militaire peut-être reconduite. Car c'était ça la phrase de De Gaulle, c'était « si vous attaquez, nous ne vous soutiendrons pas, si vous êtes attaqués, nous serons coûte que coûte à vos côtés. Nous ne laisserons pas détruire Israël. » Alors on connaît les suites de cette histoire après la guerre des 6 jours, et notamment la fameuse conférence de novembre, avec cette formule donc, que chacun connaît, qui suscite de l'incompréhension, qui suscite de l'émotion, et paradoxalement, il y a une personne en Israël qui a alors écrit pour défendre le général de Gaulle, c'est David Ben Gourion lui-même. Ben Gourion a eu vraiment une attitude d'homme d'État de première grandeur, puisqu'il était en désaccord avec de Gaulle, mais il ne l'a pas dit publiquement. Il s'en est pris à ceux qui avaient attaqué de Gaulle, qu'il avait taxé d'antisémitisme, notamment une certaine extrême droite israélienne qui est allée vraiment très loin. Mais à de Gaulle, il a dit son désaccord dans une longue lettre, en lui disant combien ces mots pouvaient être blessants pour le peuple israélien et pour les juifs du monde entier. Et je trouve que c'est une position tout à fait exceptionnelle, il aurait pu hurler avec les loups, il n'aurait pas du tout. Pas du tout. Et cette lettre, cette longue lettre magnifique, nourrie d'histoire et de références bibliques, cette lettre a provoqué une réponse du général, réponse unique en son genre, car il était très rare que De Gaulle se justifiât, c'était très rare, et là il s'est longuement justifié. En disant qu'il comprenait qu'il a pu être, que ses propos aient pu être blessants, qu'en même temps il ne voulait pas l'être, que le peuple d'élite était trop souvent oublié dans la trilogie peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Voilà, mais il s'explique. Effectivement, c'est la formule que vous citez. Israël, au lieu de promener partout dans l'univers son exil mouvement et bimillénaire, est devenu bel et bien un État parmi les autres, et dont, suivant la loi commune, la vie et la durée dépendent de sa politique. Or, celle-ci, combien de peuples ont tour à tour éprouvé, ne vaut qu'à condition d'être adaptée aux réalités. Alors le parcours se termine, De Gaulle quitte le pouvoir en 69, meurt en 70 sans avoir terminé ses mémoires. David Ben Gourion mourra plus tard en 1973, après avoir assisté aux obsèques du général de Gaulle à Notre-Dame. Si finalement il fallait trouver un mot de la fin à cette histoire commune, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, je crois que la vision de Ben Gourion à Notre-Dame est une image qui se suffit. Une image qui se suffit, parce que c'était vraiment deux hommes de l'histoire, comme je l'ai dit, et il y avait une sorte de reconnaissance posthume, et là une reconnaissance publique, car il aurait pu s'abstenir finalement, il aurait pu faire un télégramme très aimable, mais après le désaccord de 67, il aurait pu ne pas venir aux obsèques, et il l'a fait. C'était vraiment une reconnaissance posthume, c'est un très très beau geste. Il y a dans leur fin commune, leur réserve commune, leur exil intérieur commun, beaucoup d'analogies. Ils se retirent l'un à Colombey, l'autre dans son kibbutz, deux endroits très simples. Le kibbutz est beaucoup plus simple que Colombey, mais enfin, il y a une analogie. Et chacun se met à ses mémoires, et aucun des deux ne les achève. Merci beaucoup Éric Banca d'avoir parcouru avec nous donc ce parcours entre deux personnages de la légende des siècles. Merci. Merci.